Statut, le conseil et l'expertise du CIG Petite Couronne. Bonjour et bienvenue à tous dans notre émission Minute Statut le Zoom consacrée aujourd'hui aux conditions générales de recrutement, tant pour les agents publics titulaires que contractuels. Les conditions générales de recrutement au sein de la fonction publique constituent un socle juridique fondamental. Quelles sont les conditions d'accès à un emploi public ? Nationalité, droit civique, compatibilité du casier judiciaire, autant de critères à remplir pour pouvoir exercer dans la fonction publique. Maîtriser ces notions, c'est sécuriser les pratiques RH et mieux comprendre les fondements juridiques de recrutement dans la fonction publique territoriale et notamment la différence qu'il convient d'effectuer entre les fonctionnaires et les contractuels. Pour nous éclairer sur ce sujet, nous accueillons Marie Renoul, juriste au sein de la direction du conseil et de l'expertise statutaire du CIG Petite Couronne. Bonjour Marie, merci d'être avec nous. Bonjour Alexis. Pour commencer, quelles sont les conditions générales à respecter pour être recruté au sein de la fonction publique territoriale ? Pour les fonctionnaires, il en existe 5. Ainsi, un candidat doit être de nationalité française, jouir de ses droits civiques, avoir un casier judiciaire compatible avec les fonctions visées, être en règle avec le service national et remplir, lorsque les statuts particuliers le prévoient, des conditions de santé particulières. Pour les contractuels, les mêmes conditions générales sont attendues pour le recrutement, excepté la condition relative à la nationalité française. En effet, pour ces derniers, le décret 88-145 du 15 février 1988, relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, qui sera codifié à compter du 1er octobre 2025 dans le livre 3 de la partie réglementaire du Code général de la fonction publique, ne mentionne pas la nationalité française comme condition de recrutement. Cela signifie qu'un contractuel peut être recruté, quelle que soit sa nationalité. Marie, à quel moment l'employeur doit-il vérifier ces conditions ? Ces critères sont contrôlés à plusieurs étapes du parcours de recrutement. Pour les fonctionnaires, lors de l'inscription au concours par les centres de gestion, au moment de la nomination en stage et lors de la titularisation. Pour les contractuels, le contrôle se fera par l'employeur au moment de l'analyse de la candidature du candidat. Il est également tout à fait possible de vérifier ponctuellement que ces conditions restent bien remplies tout au long de la carrière du fonctionnaire et en cours de contrat. Existe-t-il des exceptions à ce que vous évoquiez tout à l'heure concernant la nationalité française, ce qui permettrait à des candidats n'en disposant pas d'exercer au sein de la fonction publique territoriale ? Le principe défini par le Code général de la fonction publique est que pour devenir fonctionnaire, il faut être de nationalité française. Mais comme souvent en droit, il existe des exceptions. La première exception est donnée par l'article L321-2 du Code général de la fonction publique, qui ouvre la possibilité de recruter comme fonctionnaires certains ressortissants étrangers. Sont ainsi concernés les citoyens d'un État membre de l'Union européenne, ceux d'un État partie à l'accord sur l'espace économique européen, c'est-à-dire l'Union européenne, l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, ou encore les ressortissants d'un principauté d'Andorre, et ceux de pays ayant signé un accord ou une convention spécifique avec la France, comme Monaco ou la Suisse. Merci Marie pour ces précisions concernant les fonctionnaires. Existe-t-il des points d'attention à avoir lorsque l'on cherche à recruter un fonctionnaire étranger ? Effectivement, il convient de faire attention aux emplois dits de souveraineté. La souveraineté se rapporte au fait de participer à l'exercice de la puissance publique et à la sauvegarde des intérêts généraux de l'État. Les emplois dits de souveraineté se retrouvent dans les domaines de la défense, du budget, de l'économie, de la justice, de la police et des affaires étrangères. Au sein de la fonction publique territoriale, la filière de la police municipale est concernée par cette définition et ne peut donc recruter que des ressortissants français. Consacrons-nous maintenant à la question de la jouissance des droits civiques. À quoi correspond la condition générale de recrutement relative à la jouissance de ces droits civiques ? Les droits civiques sont les droits qui permettent à un citoyen de participer à la vie publique. Ils comprennent notamment le droit de vote, le droit d'éligibilité, le droit d'exercer certaines fonctions publiques ou judiciaires. Ces droits s'acquièrent en général à la majorité, ou par naturalisation pour les personnes étrangères devenues françaises. Et est-il possible pour un agent de perdre les droits civiques que vous venez d'évoquer ? Oui, et cela peut arriver dans 2 grandes situations. À la suite d'une condamnation pénale, tout d'abord, le juge peut alors prononcer une déchéance des droits civiques. Cette décision figure alors dans le bulletin numéro 2 du casier judiciaire. Dans ce cas, l'administration doit procéder à la radiation de l'agent, car il ne remplit plus les conditions pour exercer dans la fonction publique.
Dans la deuxième situation, en revanche, lorsque la déchéance des droits civiques est la conséquence de la mise en place d'une tutelle ou d'une curatelle, la radiation ne sera pas possible. Il conviendra d'analyser la situation de l'agent au regard de sa condition d'aptitude physique. Évoquons désormais la question du casier judiciaire. Un casier judiciaire avec condamnation empêche-t-il systématiquement le recrutement ? La réponse est par principe négative, mais en réalité cela dépend. Lorsqu'une autorité territoriale consulte le bulletin numéro 2 du casier judiciaire d'un candidat, la présence d'une mention ne signifie pas forcément qu'il ne pourra pas être recruté. Ce qui compte, c'est la compatibilité entre les faits mentionnés et les fonctions qu'il est amené à exercer. Il a par exemple été jugé que l'autorité territoriale ne pouvait recruter en tant qu'adjoint administratif une personne qui avait préalablement été condamnée pour faux et usage de faux. Il a été également admis qu'une autorité pouvait refuser la nomination d'un professeur qui avait été condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et mis à l'épreuve pour avoir commis une agression armée en état d'ivresse manifeste et sous l'emprise de stupéfiants en présence de l'épouse et de la fille de la victime. Le juge a également validé le refus de titulariser un responsable de régie alors que ce dernier avait été préalablement condamné pour détournement de fonds. C'est à l'autorité territoriale, c'est-à-dire l'employeur public, d'évaluer si les faits inscrits au casier sont compatibles ou non avec les missions du poste. L'administration ne peut donc pas se contenter de dire qu'il y a une incompatibilité. Elle doit expliquer en quoi les faits posent problème pour les fonctions visées. Marie, nos auditeurs pourraient se demander que se passe-t-il si l'agent est déjà en poste ? Il y a encore quelques années, une mention nouvelle sur le casier pouvait entraîner une radiation immédiate. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. En effet, le juge impose désormais de passer par une procédure disciplinaire. Cela signifie que les faits doivent constituer une faute disciplinaire, que la sanction doit être proportionnée à la gravité des faits, et que la révocation ne peut être prononcée que si les faits sont particulièrement graves. En résumé, l'existence de mentions sur le bulletin numéro 2 du casier judiciaire ne signifie pas automatiquement que le candidat ne pourra pas être recruté. En effet, l'autorité territoriale devra examiner chaque situation au cas par cas afin de pouvoir déterminer la compatibilité ou non de la sanction pénale avec les fonctions que le candidat exercera. Continuons maintenant avec le critère général consistant en la réalisation effective de la journée défense et citoyenneté. Un agent doit-il avoir effectué sa journée défense et citoyenneté, la JDC, pour être recruté ? Aujourd'hui, seuls les candidats de moins de 25 ans doivent obligatoirement justifier de leur participation à la JDC. C'est une condition à remplir pour pouvoir passer un concours ou être nommé dans la fonction publique. Et pour les candidats de plus de 25 ans ? Tout dépend de la date de naissance et parfois du sexe. En effet, les hommes nés avant 1979 devaient effectuer un service national obligatoire d'une durée minimale de 10 mois. Pour être recrutés, ils doivent donc présenter un état signalétique des services ou à défaut un document prouvant leur exemption ou leur ajournement. Les hommes nés après 1978 n'ont plus cette obligation, mais doivent avoir effectué la JDC avant leurs 25 ans. Enfin, les femmes, quant à elles, ne sont concernées par la JDC que si elles sont nées après 1982. Qu'en est-il de cette obligation lorsqu'une collectivité souhaite recruter un candidat étranger ? Cette obligation s'applique aussi aux ressortissants étrangers. Dans certains pays européens, comme la Grèce, l'Autriche, le Danemark ou la Finlande, un service militaire est encore en vigueur. Dans ces cas-là, l'autorité territoriale doit demander un document officiel traduit, prouvant que le candidat a bien rempli ses obligations vis-à-vis de l'État dont il est ressortissant. Jusqu'en 2022, tout candidat à un emploi dans la fonction publique devait passer une visite médicale auprès d'un médecin agréé. Si ce dernier le déclarait inapte, le recrutement ne pouvait avoir lieu. C'était une condition générale d'accès à la fonction publique. Qu'est-ce qui a changé depuis 2022 ? Avec l'entrée en vigueur du décret 2022-350 du 11 mars 2022, relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique territoriale, pris en application de l'ordonnance 2020-1447 du 25 novembre 2020, portant diverses mesures en matière de santé et de famille dans la fonction publique, cette règle a été modifiée. Désormais, il n'existe plus de conditions d'aptitude physique générale. À la place, seules des conditions de santé particulières peuvent être exigées, mais uniquement si elles sont prévues par le statut particulier du cadre d'emploi. L'objectif de ce changement de régime est de lutter contre les discriminations liées à l'état de santé et favoriser l'accès à l'emploi public pour tous, y compris les personnes en situation de handicap. Et aujourd'hui,
qui est concerné au sein de la fonction publique territoriale par des conditions de santé particulières ? À ce jour, seule la filière des sapeurs-pompiers professionnels est soumise à des conditions médicales particulières, définies par leur statut particulier. Attention néanmoins à ne pas confondre deux choses. Tout d'abord, la visite médicale d'aptitude avant le recrutement auprès d'un médecin agréé qui n'est plus obligatoire, sauf pour les sapeurs-pompiers. Et d'autre part, la visite médicale d'embauche qui reste en vigueur. Cette dernière est prévue par l'article L812-4 du Code général de la fonction publique. Elle doit être réalisée après le recrutement par un médecin du travail pour vérifier que l'état de santé de l'agent est compatible avec les fonctions exercées. Merci beaucoup Marie pour ce tour d'horizon des conditions générales de recrutement dans la fonction publique territoriale. Ces principes posent un cadre juridique clair, exigeant mais indispensable afin d'assurer une gestion sécurisée et sereine des recrutements au sein de la fonction publique territoriale. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à consulter les documents et liens utiles que vous trouverez sous ce podcast ou, pour les affiliés, en passant par le site internet du CIG Petite Couronne dans l'espace Abonnés. Merci à tous de nous avoir suivis, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un point sur l'actualité statutaire. À bientôt. Minute Statut. Le conseil et l'expertise du CIG Petite Couronne.